Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez très bien. Euh, donc, je me présente, je m'appelle Mouria Tounta et sur cette chaîne, attendez un instant, hop. Alors, je disais sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité et en cybersécurité. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, abonnez-vous et aussi partagez le lien à ceux qui en cherchent, ceux qui cherchent des cours en sécurité, en informatique, en réseau. Juste pour rappeler aussi que je suis en train de faire une formation CCNA, Routing and Switching. J'avais montré sur le site l'onglet où vous pouvez trouver ces types de formations. Donc, il y a l'onglet Playlist. Sur l'onglet Playlist, vous pouvez retrouver toutes ces formations que je mets en ligne concernant le CCNA Routing and Switching. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec le troisième cours aujourd'hui. Le troisième cours, la fois passée, on a parlé un peu de c'était quoi le réseau, les concepts basiques du réseau, et le deuxième cours, on a vu le modèle OSI. On a parlé du modèle OSI. On a dit qu'il y avait sept couches du modèle OSI. On a parlé de la couche d'application, de présentation, de session, la couche de transport. On a parlé de la couche de réseau, la couche de lien de données et la couche physique. Alors aujourd'hui, on va voir les trois premières couches du modèle OSI. Les trois premières couches du modèle OSI et qui sont la couche applicative, donc la couche application, la couche de présentation et la couche de session. Ce sont ces trois premières couches que nous allons voir. Vous allez remarquer qu'avec le modèle OSI, si on compte les couches, on va commencer. La première couche, normalement, la couche numéro 1, c'est la couche physique. Mais généralement, on va commencer à compter du haut vers le bas que du bas vers le haut. Bien que la couche d'application soit la septième couche, mais on va toujours commencer de compter du haut vers le bas. Donc la première couche pour nous, ça sera la couche application qui est au rang 7, donc qui est la septième couche dans le modèle OSI. Donc les trois premières couches, comme je disais, la première couche c'est la couche d'application. La couche d'application c'est la couche numéro 7. Ce qu'il faut savoir, la couche d'application, elle fournit une interface réseau à l'application et fonctionne directement avec l'application. Elle fonctionne directement avec les applications. On peut dire la couche d'application ou la couche applicative. Donc, elle fonctionne directement avec l'application et les utilisateurs. Donc, on peut dire aussi que la couche d'application ou la couche applicative est la plus proche de l'utilisateur final. Elle va initier la communication entre les utilisateurs et les applications avec lesquelles il interagit personnellement. Donc, c'est ça vraiment le but de la couche applicative. Normalement, on doit appeler ça couche applicative. J'ai mis couche application, mais on peut dire couche applicative. Et les protocoles au fait de cette couche sont chargés de récupérer les données de l'application et de les fournir au reste des couches. Donc, ça récupère toutes les données de l'application et qu'est-ce que ça fait par la suite? Ça les fournit au reste des couches. Donc, à la couche présentation, à la couche présentation, à la couche de session, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir aussi, la couche d'applicatif ou la couche d'application, les exemples d'applications de couche 7 comprennent un navigateur web comme Chrome, on peut parler de Safari, on peut parler aussi de Firefox ou une application de messagerie. C'est ça. Donc, la couche application ou la couche applicative peut aussi identifier les partenaires de communication. Donc, ça peut aussi identifier les partenaires de communication, vérifier les ressources disponibles et s'assurer que la communication est correctement synchronisée. Donc, c'est ce que la couche applicative peut faire. Donc, vérifier les ressources disponibles et s'assurer que la communication est correctement synchronisée.
On va aller sur le prochain slide. Donc là, les quelques exemples dont je parlais pour ce qui concerne la couche applicative. La couche applicative. Euh, on va parler du FTP, du transfert de fichiers. Alors FTP, souvent, je sais pas, peut-être vous allez l'utiliser. FTP donc pour le transfert de fichiers. Alors le FTP est très fiable et avec le FTP on a besoin d'authentification. Pourquoi c'est fiable? Parce qu'on a besoin d'authentification. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer un fichier via FTP, vous aurez besoin d'authentification. Donc, c'est vraiment euh, le transfert des fichiers, transférer les fichiers d'un endroit à un autre. Donc, on va utiliser le FTP et aussi le TFTP qui est le Trifold File Transfer Protocol. Alors, le TFTP, lui, il est peu fiable et ne requiert pas d'authentification. Donc là, on est en train de parler des exemples euh, par rapport à la couche applicative. Donc les exemples des protocoles qui sont utilisés au niveau de la couche applicative. Donc je disais tantôt que le FTP, il est fiable, transfert de fichiers fiable. Vous avez besoin d'authentification pour utiliser le FTP. Pour transférer un fichier en passant par le FTP, vous avez besoin d'authentification. Par contre, en passant avec le TFTP, vous n'avez pas besoin d'authentification. Juste vous donner un exemple, j'ai eu à travailler à faire de la mise à jour des switches Cisco. Et là, qu'est-ce que je faisais? Il y avait l'image qui se trouvait sur un dossier, sur un serveur. Et là, si vous regardez l'une de mes vidéos, je pense que j'ai parlé de ça, où j'ai expliqué un peu comment aller chercher le fichier et l'emmener, aller le chercher là où ça se trouve dans l'emplacement du serveur et le copier sur votre switch. Donc, j'avais utilisé le protocole TFTP parce que, comme je disais tantôt, TFTP ne va pas demander, au fait, ne requiert pas d'authentification. C'est vrai que c'est peu fiable, mais ça ne requiert pas d'authentification. Donc, j'ai fait un TFTP et j'ai mis, au fait, l'adresse, c'est-à-dire le chemin où je vais chercher mon image pour que je puisse le copier ou l'exécuter sur mon switch. Donc, pour ceux qui vont faire la mise à jour euh, sur un switch ou sur un routeur, pour aller chercher l'image qui se trouve sur un serveur ou sur un dossier quelconque, vous allez utiliser le protocole TFTP. Très souvent, vous allez utiliser TFTP pour aller chercher cette image. Donc, si vous regardez l'une des vidéos que j'ai fait, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de comment aller chercher l'image, le copier sur le switch. Donc, il y a le TFTP, il y a aussi au niveau du routeur commutateur, donc tout ce qui est accès à distance, on va utiliser le protocole Telnet. Alors, Telnet, c'est un accès fiable. Par contre, avec le Telnet, le mot de passe sont envoyés en texte clair. Il n'y a pas, c'est pas vraiment sécurisé, si je peux le dire comme ça. Pour vous montrer un exemple de Telnet, je vais juste mettre en place mon outil ici. Vous voyez, ça, c'est mon outil que j'ai mis en place ici. Ici, vous avez SSH ici, vous avez Telnet. Dans Telnet, c'est le port 23. Donc, je peux utiliser Telnet, je mets l'adresse IP de l'équipement et je me connecte. Donc, ça, c'est vraiment des accès. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus où je parlais du Telnet avec du SSH. Si vous regardez l'une de mes vidéos, j'ai parlé du Telnet et puis j'ai parlé aussi du SSH. J'ai fait des configurations du Telnet et du SSH. Alors, le protocole Telnet va vous permettre de vous connecter à distance. Donc, de vous connecter sur vos équipements à distance. Par exemple, je suis ici, mes équipements se trouvent, je suis chez moi, les équipements réseau, les switches se trouvent au bureau. Je vais me connecter à distance sur ces équipements. Je vais utiliser soit le protocole Telnet ou je vais utiliser le SSH. Mais c'est plus recommandé d'utiliser le SSH parce que le SSH, avec le SSH, les messages sont cryptés et les connexions sont authentifiées. Donc, c'est plus recommandé d'utiliser le SSH si vous voulez vous connecter à distance sur vos équipements. Donc, on a deux moyens, comme je disais tantôt, pour les accès à distance, soit le Telnet et le SSH, mais c'est le SSH qui est plus utilisé parce que le Telnet
n'est pas vraiment sécurisé. Il envoie des mots de passe en texte clair. Et il y a aussi des protocoles pour tout ce qui est email. Encore, on va parler notamment du Simple Mail Transfer Protocol, SMTP. Là, c'est plus quand on va parler d'envoyer des mails en utilisant Outlook ou votre boîte mail. Ça peut être Outlook, ça peut être pour d'autres vont utiliser Gmail pour l'entreprise. Donc, on va parler du protocole SMTP. Et ça, c'est pour des envois des mails, des courriels. Mais non, pour la réception des courriels, on va utiliser le protocole POP3, qui est encore appelé Post Office Protocol version 3. Et on va aussi parler du Internet Message Access Protocol. Donc, ce sont des protocoles qui sont utilisés pour la réception des emails ou des courriels. Et pour ce qui est d'envoi des mails, c'est le Simple Mail Transfer Protocol. Comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué Simple Mail Transfer. Vous voyez le mot transfert protocole. Et pour ce qui est la résolution de DNS, la résolution de nom, pardon, on va utiliser le DNS. Alors, le DNS, qui signifie Domain Naming System, qu'est-ce qu'au fait le DNS fait? Alors, le DNS, lui, il va traduire l'adresse IP en nom, ou il va traduire le nom en adresse IP. Je vous donne un exemple. Quand vous voulez accéder à votre à Google, vous voulez accéder à Google, normalement, vous ne connaissez pas l'adresse publique de Google. Vous allez taper www.google.com ou .ca, .fr, .cg pour le Congo, .ci pour la Côte d'Ivoire, et vous voulez accéder au serveur Google, mais vous tapez www.google.com, mais ce qui va se passer derrière ça, c'est que le nom que vous tapez, donc le nom du domaine google.com, ça va se traduire en adresse IP. Je vais vous montrer un exemple pour juste expliquer un peu ce que je suis en train de dire. Je vais aller ici rapidement. Donc, je vais ouvrir mon invite de commande ici, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais on va aller en détail, ne vous inquiétez pas, on va vraiment voir le domaine name system, donc le DNS en détail. Donc ici, juste vous donner un exemple. Si je fais NSLOOKUP, je fais Google. Je vais savoir en fait l'adresse de google.ca. Attendez. NS. Ah, j'ai fait une erreur ici. Ok, c'est NSLOOKUP. Vous voyez ici, ça me dit que google.ca, donc google.ca, son adresse publique c'est 142. Là, c'est l'adresse IP, l'adresse IP version 4. C'est 142 250 169 35. Et l'adresse IPv6, c'est celle-ci. Vous voyez, donc ça, c'est son adresse publique. Donc, moi, quand je vais sur mon navigateur, je ne connais pas cette adresse-là qui est mentionnée ici, 142.250.69.35. Je vais taper le google.ca. Mais il y aura une traduction qui va se faire. Donc, de nom vers l'adresse IP. Donc, si je veux connaître vraiment c'est quoi l'adresse IP que google.ca utilise là, son adresse IP publique c'est celle-ci, 142 250 69 35. Vous pouvez juste taper la commande nslookup espace google.ca. Donc, c'est ce qui le DNS, le rôle basique, je peux dire, du DNS, mais on va en parler dans les prochaines vidéos. Et vous avez aussi le NetBIOS ici pour la résolution de nom. Et pour tout ce qui est configuration des adresses IP sur des machines clientes, il y a ce type de protocole qu'on appelle le DHCP, qui est le Dynamic Host Configuration Protocol. Qu'est-ce que ça fait le DHCP? Le DHCP va assigner automatiquement des adresses IP sur des machines. Vous avez par exemple un serveur et vous avez 50 machines, 50 ordinateurs dans votre entreprise. Vous n'allez pas aller vous pouvez aller sur chaque ordinateur, mettre des adresses IP. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais pour gagner en temps, vous pouvez configurer un serveur DHCP et, 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 et faire à ce que ce serveur puisse attribuer automatiquement les adresses IP, attribuer automatiquement les adresses IP sur les machines clientes. Donc, vous configurez le protocole DHCP et qu'est-ce que ça va faire? Ça va attribuer automatiquement
les adresses IP sur toutes les machines qui sont dans votre entreprise. Au lieu que vous puissiez aller sur chaque machine, taper l'adresse IP manuellement, mais ce protocole va le faire automatiquement pour vous. Donc, ça va vous faire gagner en temps. On va aussi faire des tests là-dessus sur le DHCP. On va parler beaucoup de ça. On fera aussi des labs là-dessus. Et pour ce qui concerne le navigateur web, on a le HTTP qui est le Hypertext Transfer Protocol. On a le Hypertext Transfer Protocol Secure. Donc, le HTTP et le HTTPS. Ça, généralement, quand vous allez accéder sur un site, soit vous allez accéder en HTTP, vous allez taper http:// Google. Quelque chose, ou bien Amazon quelque chose, ou bien le HTTPS. Donc, le HTTPS, c'est plus sécurisé. Donc, quand on utilise le HTTPS, il y aura la notion du certificat qui est utilisé. Donc, c'est vraiment pour la sécurité. C'est pour cela que la majorité des sites, ils vont utiliser le HTTPS. Vous allez voir https:// fortinet.com, fortinet.ca, quelque chose comme ça. Mais c'est plus vraiment pour la sécurité. Donc, le HTTPS va aller avec la notion du certificat. Alors, la synchronisation horaire. La synchronisation horaire, le protocole qui est beaucoup utilisé, c'est le NTP, qui est le Network Time Protocol. Le NTP est utilisé, vous le mettez en place sur vos équipements, sur votre switch ou bien sur votre routeur. C'est pour que votre switch soit à jour. C'est très important parce que vous pouvez acheter un switch ou un routeur ou un équipement réseau, vous le configurez. Si vous n'avez pas la bonne heure, ça peut vous causer des problèmes parce que si vous voulez troubleshooter, ça va vous indiquer une heure qui n'est pas correcte. Si vous voulez savoir quand est-ce que le problème est arrivé et que vous n'avez pas la bonne heure, ça peut vous causer des problèmes. C'est pour cela que c'est très important que vos équipements soient à l'heure, soit synchronisés, soit vos équipements puissent avoir la bonne heure. Donc, c'est pour ça qu'on met en place le protocole NTP. On le configure sur les équipements pour s'assurer que nos équipements sont à l'heure, c'est-à-dire ont une bonne heure pour faciliter en termes de troubleshooting. C'est vraiment recommandé de le mettre en place, le NTP. Et il y a aussi ce qui est la gestion de réseau, donc le Simple Network Management Protocol. Le SNMP aussi, vous allez aussi le configurer très souvent pour tout ce qui est la gestion. Par exemple, je configure mon équipement, un switch, je le configure. Et là, maintenant, j'aimerais que ce switch puisse être géré par un outil de réseau, par exemple PRTG. Je ne sais pas si vous connaissez des outils de réseau. Il y a PRTG, il y a, il y a un qu'on utilise aussi, il y a Najos et il y a d'autres outils de monitoring, de gestion de réseau. Là, ce que vous allez faire sur votre switch, vous allez configurer ce qu'on appelle le SNMP, donc le Simple Network Management Protocol. Donc, ça, c'est très, très important de le mettre en place si vous voulez bien gérer votre réseau, que ce soit facile. Donc, vous devez configurer le SNMP. Alors, la couche de présentation. La couche de présentation, c'est la couche numéro 6. La couche numéro 6. Et cette couche rend le réseau de données présentable. En fait, elle va s'occuper de préparer les données de la couche applicative. Donc, les données qui quittent la couche applicative, quand elles sont préparées par la couche, la couche de présentation va s'occuper de préparer les données de la couche applicative. Et les deux dispositifs qui communiquent peuvent utiliser différentes méthodes d'encodage de leurs données. Et c'est ça. Et la couche applicative, la couche de présentation, pardon, transforme donc les données, donc ça transforme les données entrant en quelque chose qui peut être lu au niveau de la couche d'application. Donc, je vous répète, la couche de présentation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme les données entrantes
en quelque chose qui peut être lu au niveau de la couche d'application ou la couche applicative. Donc, cela va inclure le cryptage. Donc, il y aura cette notion d'effectuer un cryptage ou une compression de bon, le cryptage ou une compression. Donc, elle va changer aussi tous les formats, comme c'est mentionné ici, de données en American Standard Code Information Interchange ou bien en Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Et là, on va passer à la couche. Attendez un instant. Ok, la couche de session. Alors, la couche de session, c'est la couche numéro 5. Elle est responsable du démarrage et de la maintenance et de la fin de la session. La couche de session aussi gère l'ouverture et la fermeture de la communication réseau entre deux appareils en interaction. Et c'est ça. Donc, elle peut également décider du mode de transmission. Donc, il y a le mode simplex qui signifie communication à sens unique. Quand vous pensez du mode simplex, communication à sens unique, c'est comme, je vous donne un exemple, c'est comme vous êtes en train de suivre une télévision. Vous mettez en marche votre télévision. Quand vous suivez la télévision, vous avez une communication à sens unique. Donc, c'est vous qui recevez. Vous n'émettez pas, mais vous recevez. Ce qu'on appelle un peu le mode simplex, communication à sens unique. Donc, je reçois les informations, ce que je vois, ce que je regarde à la télévision, c'est moi qui les reçois. Communication à sens unique. Donc, c'est à sens unique, c'est de la télévision vers moi. Maintenant, il y a aussi le mode de transmission. En fait, il y a 3 modes de transmission. Il y a le mode simplex, il y a le mode half duplex et le mode full duplex. Donc, le mode simplex, comme je disais tantôt, c'est la communication à sens unique. Par exemple, la télévision, je reçois les informations, je n'émets pas, mais je reçois les informations qui viennent de la télévision. Il y a la communication half duplex, c'est une voix à la fois. Une voix à la fois, c'est-à-dire un walkie-talkie. Je donne un exemple, un walkie-talkie. Si vous connaissez un walkie-talkie, c'est un appareil quand vous parlez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les aéroports, des agents qui ont des appareils, ils vont parler, ils vont dire, ben, il y a plusieurs personnes qui vont parler, mais c'est une personne qui doit parler à la fois. Par exemple, vous allez entendre 1, 2, 3, appeler le général, d'un exemple, appeler ou configurer le réseau. Et tu ne peux pas parler pendant qu'une autre personne parle. Il faut que tu puisses parler, attendre que la personne puisse finir et que tu puisses prendre la parole. Donc, c'est une voix à la fois, une personne à la fois qui va parler. Donc, c'est ce qu'on appelle la transmission half duplex, donc une voix à la fois. Maintenant, le full duplex, la communication bidirectionnelle, ça, c'est comme on est en train d'interagir. C'est comme je te parle, tu me parles, je te parle, tu me parles. C'est l'exemple qu'on peut prendre pour le full duplex. Ça sera un switch. Un switch, au fait, lui, il opère sur le full duplex parce que il peut envoyer, recevoir en même moment. Donc, c'est une communication bidirectionnelle. Ceci met fin au cours d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Posez des questions si vous en avez. Ça me fera plaisir de répondre à toutes les questions qui seront posées. Donc, je vous dis à la prochaine pour un autre cours. Restez connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à les envoyer. Sur ce, on se retrouve sur un autre cours où on parlera sur les autres, couches. On va parler de la couche transport, on va parler de la couche réseau, de la couche lien de données et la couche physique. Donc, restez connectés et on se retrouve au prochain cours. Bye.